Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre pour regarder i24 News. Bienvenue dans votre magazine des sports avec la charmante Lise Barenboim. Aujourd'hui, Lise, bonjour, merci d'être avec moi aujourd'hui. Un programme concocté seulement pour vous, chers téléspectateurs d'i24 News, alors surtout restez avec nous. On qualifie souvent le football comme le sport des riches, mais le monde du tennis ne connaît pas la crise. Chaque année, les cagnottes remises aux gagnants des grands tournois sont de plus en plus importantes. Les compétitions du Grand Chelem deviennent de véritables pourvoyeurs de fonds, sponsorisés par des entreprises des Émirats. Récemment, c'est la compagnie aérienne Emirates qui a posé la main sur le tennis, notamment sur l'Open d'Australie. Vous allez voir que les heureux gagnants repartiront avec un bien beau chèque de Melbourne. Je vous laisse compter les zéros avec vous, Lise Barenboim. Les Émirats poursuivent leur conquête du monde du sport. Leur arme, une débauche d'argent qui leur permet d'acheter les plus grandes compétitions sportives. Premier grand chelem de la saison 2015, l'Open d'Australie offre cette année une dotation de 28 millions d'euros aux gagnants. Des gains qui ont doublé en l'espace de 70 ans. Le tout grâce à un juteux contrat pluriannuel signé avec la compagnie aérienne Emirates. Le numéro 1 mondial sait bien que la concurrence sera rude cette année. 120 joueurs veulent prouver qu'ils méritent de participer à ce tournoi. Ils sont bien sûr extrêmement motivés, ils veulent gagner contre les meilleurs compétiteurs du monde. C'est ce qui nous rend tous prudents, nous devons rester humbles face à cette compétition. Je considérerai un match à la fois. Année après année, les dotations des 4 tournois de tennis majeurs augmentent pour atteindre des sommes records. Au mois d'octobre 2014, les organisateurs de l'Open d'Australie ont annoncé une augmentation de 3,3 millions de dollars australiens. Le contrat signé avec Dubaï a permis une hausse de la dotation de l'ordre de 10%. Ce sont désormais 40 millions de dollars australiens qui seront reversés durant la quinzaine aux stars de la petite balle jaune, soit l'équivalent de 28 millions d'euros, 2 fois plus qu'en 2007. Depuis 2013, les heureux vainqueurs connaissent des gains exponentiels. d'1 595 000 euros en 2013 à 1 740 000 euros en 2014. En 2015, dames et messieurs toucheront les 2 millions d'euros symboliques en cas de victoire. De quoi motiver les sportifs. Ce serait génial de gagner. J'ai été numéro 6 de nombreuses années. Ce serait vraiment spécial pour moi. J'en serais très heureuse. Je le veux plus que personne ici. Mais ça ne veut pas dire que je vais réussir. Je vais devoir me battre dur pour y arriver. Même en perdant au premier tour, un joueur gagnera 23 700 euros. Et ce n'est pas le seul tournoi australien qui bénéficiera des largesses de Dubaï. Emirates poursuit son implantation dans le tennis. Après Roland-Garros et l'US Open, la compagnie aérienne va aussi sponsoriser la Hopman Cup et les tournois de Brisbane, Sydney et Adélaïde dans ce qui s'appellera à présent l'Emirates Australian Open Series. En Angleterre, Wimbledon a permis cette saison à ses gagnants, Novak Djokovic et Petra Kvitova, d'empocher la coquette somme de 2,14 millions d'euros chacun. L'US Open a également annoncé une prochaine hausse de sa dotation. Le parent pauvre, c'est encore Roland-Garros, qui n'a offert à Rafael Nadal et Maria Sharapova qu'1,65 million d'euros. L'Open d'Australie devient progressivement un des grands chelems les plus attractifs. Même sous 45 degrés à l'ombre, les joueurs auront à cœur de se surpasser pour décrocher la timbale. Cette semaine a été riche en événements sportifs. Les champions, comme à leurs habitudes, nous ont fait rêver des émotions propres au sport. Alors, lequel d'entre eux selon vous, été le meilleur dans sa discipline? Lindsey Vonn, la skieuse, Marc Oma, le coureur automobile, ou bien Lionel Messi? Eh bien, la réponse est en images. Et c'est tout de suite avec Michael Friedman. Encore une semaine chargée en émotions dans le monde du sport. 3 nouveaux artistes sont parvenus à décrocher la lune. Lindsey Vonn, la skieuse, Marc Oma, le motard, ou encore Léo Messi, l'étoile du football. L'américaine Lindsey Vonn est entrée dans l'histoire de sa discipline. À la Cortina d'Ampezzo sur le parcours de Super G, la skieuse alpine a remporté sa 63e victoire en Coupe du Monde. Elle avait égalisé le record d'Anne-Marie Moser-Proel la veille. L'Autrichienne a dû attendre 35 ans avant de voir ses 62 couronnements être dépassés. Pour Vonn, la performance est de taille puisqu'elle sort de 2 saisons blanches à cause d'une blessure au ligament croisé du genou. Son compagnon Tiger Woods en est bien conscient et il était là pour féliciter sa belle. Et quoi de mieux qu'une bouteille de champagne pour fêter le retour au premier plan de cette grande championne.
Le 37e Paris-Dakar s'est achevé samedi dernier à Buenos Aires. Sur 420 participants qui ont parcouru les déserts d'Amérique du Sud, seulement 216 sont parvenus à atteindre la ligne d'arrivée. Et parmi les 79 motards qui ont atteint la capitale argentine, c'est l'expérimenté Marc Coma qui s'est emparé du trophée. Malgré les obstacles et les nombreuses réparations qu'il a dû effectuer, l'Espagnol soulève le trophée pour la 5e fois de sa carrière. C'est également sa 2e victoire consécutive au Rallye Dakar. Et pour terminer ce tour d'horizon des héros de la semaine, Léo Messi est toujours aussi décisif avec son Barça. Au-delà de la crise chez les Catalans, au-delà de la perte du Ballon d'Or, Messi tout-puissant a inscrit un triplé face au Deportivo La Corogne. C'est le 30e coup du chapeau qu'il inscrit pour le FC Barcelone et il a encore montré toute l'étendue de son talent. Un premier but inscrit de la tête, un second tout en finesse au-dessus du gardien et enfin, le dernier, une frappe sèche petit filet opposé qui laisse sans voix le gardien adverse. Une nouvelle nuit magique pour l'Argentin qui, comme le veut la coutume, repart avec le ballon du match. 3 athlètes pour une couronne, chacun fait de son sport un art à part entière. Qui de Messi, Lindsey Vonn ou Marc Coma est votre préféré? C'est à vous de choisir. Alors pour vous, Lise, qui est l'athlète de la semaine, vous avez choisi? Alors j'ai choisi la femme, j'ai choisi Lindsey Vonn, la skieuse, qui a donc décroché ce record cette semaine, 63 victoires en Coupe du Monde. Et en plus d'être une très très bonne skieuse, elle a su conquérir le cœur d'un autre grand sportif, on le voit dans le sujet, c'est Tiger Woods, donc le golfeur, qui, elle le dit elle-même, est sa source d'inspiration. Donc à 30 ans, elle est vraiment en pleine grâce et justement, donc il est venu la féliciter lors de ce record du monde. Le problème, c'est qu'un caméraman s'est retourné brusquement et l'a heurté au visage. Le choc a été tellement frontal que l'amoureux de Lindsey Vonn y a laissé une dent de devant. En fait, son service de sécurité s'est pas rendu compte tout de suite de l'incident, mais avec son masque à tête de mort, les photographes, eux, l'ont remarqué immédiatement. Il s'est fait énormément photographier. Donc pour lui, la saison démarre la semaine prochaine à Phoenix. Et avec une dent en moins. Voilà, tout le monde aura les yeux braqués sur son sourire. En tout cas, on espère que l'amour sera toujours intact, malgré le sourire qui ne sera pas le même. Allez, on va parler d'un tout autre sujet, ne vous y trompez pas, c'est du sport quand même. Après le marché des transferts, des joueurs et des entraîneurs, il y a maintenant dans le monde du football le marché des jardiniers. Les sportifs le savent, une belle pelouse permet de gagner des matchs. On en parle trop peu et pourtant, ce sont elles qui accueillent les footballeurs toute l'année du monde entier. Les pelouses sont des outils très importants pour le football moderne, synthétique ou bien hybride. Chaque équipe a fait son choix et aujourd'hui, elles sont même notées. Un atout non négligeable pour une équipe qui peut espérer récupérer de l'argent des droits télé grâce à ses efforts. Le reportage tout de suite de Lise Barenbaum et de Michael Friedman. Il n'y a pas que les clubs que l'on classe en football. Les pelouses sont aujourd'hui évaluées par la Ligue de football professionnelle française. Au championnat des pelouses, c'est le PSG, Nantes et Montpellier qui occupent le haut du tableau. Un classement mis en place à l'aube de la saison 2013-2014 sur le modèle de la Première Ligue et de la Bundesliga. Une sorte de compétition des gazons qui exclut les terrains synthétiques de la Ligue 1, comme ceux de Lorient ou de Nancy. C'est comme souvent Paris qui détonne, en recrutant à l'été 2013 Jonathan Calderwood, meilleur jardinier de Première Ligue. Les dirigeants qatariens avaient envoyé un message fort. Si Paris veut se hisser parmi les 5 meilleurs clubs du monde, sa pelouse doit aussi faire partie des meilleures surfaces de jeu de la planète. Technique. Précision. Il ne laisse rien passer. Il ne laisse rien dépasser. Le jardinier. The pitch is ready. Aujourd'hui, la qualité moyenne des gazons progresse. Les pelouses dites hybrides sont en augmentation. Ces gazons 100% naturels, très utilisés en Angleterre, ont trouvé leur place à Paris, Marseille, Saint-Étienne et Metz. Le synthétique est progressivement délaissé. Nancy, qui avait installé un gazon de cette sorte en 2010, va l'abandonner au profit d'une pelouse hybride. Depuis la saison dernière, la LFP a décidé de renforcer le poids de la qualité du terrain dans les critères d'attribution de la licence club. Un sésame qui permet de bénéficier d'une enveloppe de 20% des droits TV. Obtenir un bon classement devient donc une vraie incitation à mieux faire. À Metz, la 12e place obtenue la saison dernière dans le classement de Ligue 2 n'est pas passée inaperçue. Résultat, les Grenats évoluent sur une pelouse hybride et occupent maintenant la 3e place du classement des herbes de Ligue 1.
Une réussite qui fait plaisir à des joueurs pour qui le gazon est loin d'être accessoire. Ça permet d'avoir un jeu plus fluide, proposer du beau jeu, un jeu au sol très rapide. Et parfois quand les pelouses sont pas bonnes, ça fait de mauvais appuis, des mauvaises passes, mauvaises transmissions, donc ça permet pas à l'équipe de produire le jeu qu'il faudrait. Mais en France, les clubs se heurtent à la location saisonnière des stades toute l'année. Résultat, les collectivités locales refusent d'investir sur le long terme. La pelouse ne semble pas être une priorité. L'Alliance Riviera, le stade flambant neuf de Nice, ne s'est pas doté d'une pelouse hybride. Une décision étrange au regard des investissements consentis pour l'enceinte. À l'opposé, le FC Nantes fait figure de pionnier. Il est le premier à avoir installé une pelouse hybride en France, plus de 10 ans avant les autres. L'actuel dauphin du PSG compte bien s'accrocher à sa deuxième place et résister à la capitale française et ses pétrodollars. Une véritable lutte de pouvoir. Qui a dit que le championnat des pelouses était anecdotique ? Gros plan présent sur un sport israélien qui est devenu une référence dans le monde entier. Le Krav Maga est le sport d'autodéfense le plus populaire, une spécialité israélienne qui s'exporte partout et un des principaux adeptes, Kobi Lichtenstein, donne des cours depuis des décennies. Hommes, femmes, enfants, professionnels et amateurs, ils sont des millions à pratiquer cette discipline rendue célèbre par nos soldats de Tsahal, qu'ils pratiquent sans modération. Notre reporter Sacha Rebout est parti à la rencontre de cet homme. Il nous explique la passion qu'il a pour ce sport. Regardez ces images. On en parle tout de suite après avec vous, Lisba Rebout. Je crois que vous êtes tombée folle amoureuse de ce sport. Oui, vous allez vous y mettre. Le Krav Maga, sport de défense israélien, a vu le jour dans les années 50 sous l'impulsion d'Imi Lichtenfeld, un ancien lutteur et boxeur tchécoslovaque immigré. Depuis, ce sont plus de 25 000 adeptes sur toute la surface du globe qui pratiquent ce sport, ainsi que les services de protection rapprochés, les services secrets et les plus grandes armées du monde. Kobi Lichtenstein est un des plus grands maîtres de cet art, auquel il fut initié dès son plus jeune âge. J'ai commencé le Krav Maga à l'âge de 3 ans. J'étais l'élève d'Imi, l'homme qui en est à l'origine. J'ai commencé cela personnellement comme une mise à l'essai et finalement, elle dure jusqu'à aujourd'hui. En 1990, alors qu'il a 26 ans, à la demande de son professeur, le grand maître Lichtenfeld, Kobi Lichtenstein part vivre en Amérique du Sud pour y développer l'art martial israélien et l'enseigner à toutes sortes d'élèves. Le Brésil a très bien accueilli le Krav Maga. Les gens ont peur de marcher dans la rue là-bas. Nous avons eu plus de 10 000 élèves, que ce soit des civils, des policiers ou même des soldats. Leur tranche d'âge est bien sûr importante, allant des plus jeunes de 11-12 ans jusqu'aux plus âgés. Certains dépassent même les 80 ans. Bien qu'il ait déjà eu à utiliser ses talents de sportif pour se défendre, pour Kobi Lichtenstein, contrairement à d'autres arts martiaux, le Krav Maga est avant tout basé sur le principe de l'autodéfense, dont le but principal est de rester sain et sauf. En plus de donner confiance en soi, le Krav Maga donne la capacité de pouvoir se mesurer à la réalité de la rue. Si tu sais te défendre face aux dangers que l'on peut y rencontrer, alors tu rentreras chez toi en paix. Et c'est ça le but principal du Krav Maga, donner aux élèves la possibilité de rentrer chez eux sains et saufs. Pour autant, Kobi Lichtenstein ne se voit pas rester au Brésil jusqu'à la fin de sa vie et espère revenir très bientôt en Israël, là où il a grandi et où il a tant appris auprès de son maître, Imi Lichtenfeld. Alors Lise Barin-Beaumont, on l'a compris, vous adorez ce sport, d'ailleurs vous le pratiquez vous-même, mais il séduit non seulement les professionnels, mais aussi les amateurs. Oui, aujourd'hui des centaines d'adeptes apprennent cette discipline qui signifie combat rapproché. Donc à partir de 64, ça a commencé à être enseigné au grand public, et puis dans les années 80, ça s'est vraiment exporté, ça s'est même développé au sein du FBI, des marines américains et du GIGN français. Donc aujourd'hui, il y a plus de disciples en Europe et dans le monde entier qu'en Israël, et aujourd'hui, au sein de la communauté juive, beaucoup de jeunes pratiquent ce sport, parce qu'ils se disent embêtés dans les rues. Leurs parents, souvent, les incitent même à s'y mettre. Alors, on parle beaucoup de l'armée, de tout ce qui est organe de défense, des grandes nations, mais il y a même des adeptes chez les stars. Oui, le couple star d'Hollywood, Brad Pitt et Angelina Jolie, sont férus de Krav Maga. Alors, à l'origine, ils s'y sont mis ensemble pour leur prochain film By the Sea, et puis ils sont tellement amoureux de ce sport que maintenant, ils y jouent avec leurs 6 enfants dans une version adaptée aux plus petits. Donc, Brad Pitt, il en fait 45 minutes par jour. Il a même perdu 5 kilos en
en 3 semaines parce qu'il pratique très intensivement ce sport. Angelina Jolie, elle avait déjà commencé lorsqu'elle avait tourné dans le film Tomb Raider il y a quelques années déjà. Il faut faire attention parce que ça peut être violent quand même comme sport. Hein. Oui, c'est pas un art martial, c'est vraiment un sport de combat. Il n'y a pas de précaution vis-à-vis de l'intégrité physique de l'adversaire. Donc on peut mordre, on peut toucher les cervicales, les yeux, mais c'est toujours pour sauver sa vie. Merci beaucoup Lise Barenbaum. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Chers téléspectateurs, merci à vous d'avoir choisi notre chaîne i24 News. Si vous avez envie de nous revoir, notre site internet est disponible pour vous 24 h sur 24. En attendant, restez avec nous car l'info, c'est maintenant.